Euh, non, d'abord, c'est le résultat d'observation. Parce que vous savez, un romancier, c'est quelqu'un qui capte la réalité, qui regarde, qui ramasse pas mal d'informations, de matériel. Et puis, c'est aussi la fin d'un cycle que j'avais commencé aux années 70 avec La plus haute des solitudes, qui était mon premier texte sur l'immigration, qui était traité d'un point de vue très particulier en parlant de l'impuissance sexuelle des immigrés à l'époque. Parce que c'était des célibataires vivant dans des cités de transit, sans leurs femmes et sans leur famille. Et donc, mon personnage fait partie de cette génération qui a bénéficié du regroupement familial en 75, qui a fait venir sa famille, qui a fait des enfants, et puis qui a continué à travailler avec énormément de correction et de rigueur et disons, et de discipline, et qu'il a acquis son identité, c'était son travail. Et j'ai essayé d'imaginer quels sont les rêves de cet homme. Ils sont très simples. C'est que ses enfants puissent être avec lui. Il ne connaît pas bien ses enfants parce que le pauvre, il était tellement pris par son rituel de travail quotidien qu'il ne peut pas comprendre que ses enfants pensent autrement que lui et surtout sont très loin de lui. Il intègre le rôle de travailleur, d'ouvrier de chez Renault ou chez Peugeot, peu importe. Et alors, il habite dans ce rituel. Il est identifié par ça. Donc, c'est quelqu'un qui est comme ça. Et puis, il trouve son équilibre dans cette espèce d'éternel retour des choses. Pendant 40 ans, c'est comme ça. Oui, mais il vient du bled qui est très loin de la ville, où ça se passe dans les années 60, hein, ou alors la population paysanne était méprisée, inconnue presque, alors qu'elle composait plus de la moitié de la population marocaine. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'habitude qu'on s'occupe de ses droits. C'est pas ce que c'est. Ces droits, ils sont bouffés, mais il croit que c'est comme ça que ça se passe. Donc faire grève quand il faut faire grève, c'est une manière... Même si il ne comprend pas pourquoi on fait grève, parce qu'il a tellement peur de perdre son boulot, il dit mais enfin vous avez du travail, vous avez de l'argent et vous faites des grèves. Enfin ça c'est un peu la mentalité de quelqu'un qui n'est pas passé par la lutte syndicale. Il ne sait pas ce que c'est. Alors évidemment il découvre, mais il suit le rythme général. Parce qu'il y a l'entraite. Ils ne disent pas la retraite. Ils disent c'est un peu le mot qu'ils utilisent, parce que la première fois qu'ils ont... quelqu'un me dit je suis à l'entraite, j'ai eu du mal à comprendre. Après, je l'ai fait répéter, j'ai compris. Mais c'est parce qu'il parle un français approximatif. Hein, c'est pas... Et en même temps, pour lui, c'est un mot qui signifie quelque chose de terrible. C'est-à-dire c'est la fin. Ben non, parce qu'un Français prépare sa retraite, et il fait des voyages, je sais pas moi, il programme un certain nombre de choses. Et parfois même il y en a qui reprennent un travail à mi-temps. Enfin, il fait du bricolage ou du jardinage. Et lui, il n'est pas dans cet état d'esprit parce qu'il n'est pas chez lui. Chez lui, c'est le Maroc. Alors, il a terminé, il plie bagages. Mais sauf que dans ses bagages, il manque beaucoup de monde. Ben, les mères sont... D'abord parce qu'elles sont à la maison, elles comprennent beaucoup mieux les enfants, elles les voient tous les jours. Lui, il arrive du travail fatigué, il dîne et il dort pour se réveiller à 5 heures. Donc on ne peut pas dire que les enfants, ils s'en occupent. C'est la mère qui s'occupe des enfants. Et en général, dans la société maghrébine, surtout la société immigrée maghrébine, ce sont les femmes qui sont en charge de beaucoup de choses de la famille. Mais parce que la mère, elle sait que les enfants vont rester, qu'elle va rester avec eux. Elle va pas construire une maison. La maison, elle est en France, ça y est. Ouais, mais elle est là quand même. Quand il elle accompagne son mari, évidemment. Mais elle va pas téléphoner aux enfants pour qu'ils arrivent. Elle sait très bien qu'ils vont pas revenir. Vous savez, c'est un musulman très paisible, comme des millions
de gens comme lui. Hein. Vous savez, les excités fanatiques, c'est une extrême minorité, mais qui font beaucoup de mal parce qu'ils font beaucoup de tapage. Mais l'écrasante majorité des musulmans, c'est des gens simples comme ça, tranquilles. C'est pas du tout des va-t'en en guerre, c'est pas des fanatiques qui veulent tuer tout le monde. Non, non, mais lui, il est comme ça, et comme mes parents. Ou mes grands-parents, c'est-à-dire c'est des gens dont l'islam a été une culture de paix, parce que ça veut dire soumission à la paix, et de tolérance, je dirais pas, parce que aucune religion n'est tolérante. Donc la tolérance, c'est pas le fort des religions, parce que finalement les religions ont été établies sur l'exclusion des autres. Mais disons, c'est une religion qui rassure et qui apaise Mohammed, et qui lui donne une référence culturelle et une référence morale aussi, identitaire. Donc c'est l'islam tel qu'il le vivait est un islam paisible, et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas pourquoi des individus utilisent le Coran pour aller se jeter sur des gens, s'exploser, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est généralement condamné par tous les musulmans. Hein. C'est pas uniquement lui. C'est-à-dire que ce fanatisme cruel et tragique est quelque chose d'absolument minoritaire et exceptionnel et condamné partout. Je pensais à cette image de mes parents m'expliquant, quand j'avais 7-8 ans, m'expliquant que l'islam, c'est d'abord un certain nombre de valeurs, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, et qu'il faut respecter ses parents, respecter son professeur. Il m'a expliqué ça quand j'étais tout petit, parce que j'avais du mal à faire la prière. Et il me dit, bon, le reste, tu peux prier dans ta tête. Donc, moi, j'ai été libéré. Mes parents m'ont libéré de cette espèce de pression religieuse qu'on connaît. Et donc, c'est le cas de beaucoup de gens de ma génération. Parce que vous avez quand même la dent très dure, y compris contre le pèlerinage à la Mecque. Non, pas contre le pèlerinage, contre le comportement de certains pèlerins et contre l'exploitation des pèlerins par les gens des lieux. Enfin, les Saoudiens, les Yéménites qui travaillent autour des pèlerins. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible, la manière dont on exploite les gens. Et surtout, chaque année, il y a des centaines de morts parce qu'il y a des bousculades, parce que les gens ne respectent pas la queue, parce que les gens ils sont fanatisés un peu, ils sont exaltés. Il faut dire, moi qui ai beaucoup fréquenté ces personnes, ce sont des gens qui ne cherchent pas la bagarre, qui ne cherchent pas la contestation. Ce sont des gens qui se sentent comme des invités dans une maison, la Maison France, et qui ne cherchent pas à la troubler, cherchent juste à travailler, faire leur boulot et puis gagner leur vie et mettre de côté un peu d'argent ou envoyer de l'argent à la famille. D'ailleurs, cette génération-là n'était même pas intéressée par l'intégration, le fait de devenir français, de voter. Ce n'était pas leur rêve. Leur rêve, c'était de revenir au pays un petit peu enrichi. Mais le destin, on décide autrement les choses. Quand on fait des enfants, c'est les enfants qui vous attachent. Oui, et en même temps qui priment. Ce n'est plus le rêve d'antan. C'est très différent parce que ce ne sont plus des paysans analphabètes qui sont là. Ce sont des jeunes qui ont fait des études et qui ont donc beaucoup plus de moyens pour se défendre. C'est une génération jeune, un peu cultivée et qui travaille. Donc c'est une autre génération. Ah, mais ils ne se rencontrent pas du tout, les deux sociétés. Mais jamais ils ne se rencontrent. Alors, depuis que le livre est paru, je reçois des témoignages de gens qui l'ont lu. Ils me disent, grâce à votre livre, maintenant je regarde autrement un personnage d'immigré âgé. Enfin, ils me disent, c'est vrai qu'il n'y a jamais de rencontre, parce que c'est pas du tout
rien n'est fait pour que les deux sociétés se rencontrent. Mais moi, je suis pour que le travail aille vers les pays plutôt que le déracinement et l'arrachement. Parce que l'immigration, c'est pas un bien en soi, hein. C'est une... bon, ça se traduit parfois par des choses positives, bien sûr. Le mélange actuel de la société française est quelque chose de très beau et magnifique. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mélange culturel, racial et tout. Mais en même temps, quand même, le prix à payer a été assez lourd, mais on ne le sait pas. On ne sait pas qui en payé. En tout cas, Mohamed a payé d'une certaine façon. Oui, je pense que l'immigration, ça y est, ça va plus être ce sera plus un thème de mes livres, parce que j'ai fait aussi Partir, parce que la jeune fille qui lit Partir, qui a une autre vision, pas sur l'immigration, mais sur le détournement du destin, sur le départ, un certain départ vers l'Europe en vendant son âme. Enfin, c'est différent, c'est autre chose. Oui, mais sans fêlure, sans blessure, il n'y a pas de romancier. La littérature, c'est l'histoire privée des nations, comme disait Balzac. C'est ça. Il y a des livres d'histoire qui racontent l'histoire telle qu'elle est passée, ou telle qu'on s'imagine qu'elle est passée. Et puis il y a l'imaginaire de ces écrivains qui nous donnent Proust. Qu'est-ce qu'il a fait, Proust? Il a raconté l'histoire de la France, mais à travers des personnages qu'il a créés dans sa solitude, dans son asthme, dans sa culpabilité d'homosexuel de cette époque-là, etc. Donc, c'est ça la littérature. Proust, le bonheur est proscrit, ça n'existe pas. Tous les livres de Kundera sont des drames, des tragédies. Il n'y a pas de... Il y a que Bon, il y a des gens qui sont heureux, qui arrivent à vendre le bonheur. Moi, j'y arrive pas.